Il est 13 heures, bienvenue au journal de l'après-midi, voici le sommaire. Le Bénin ne constitue pas un risque pour les journalistes, c'est la substance du message du ministre de la Communication à l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes célébrée aujourd'hui. À suivre l'intégralité de son message. Et puis 4500 tonnes de riz offerts au Bénin. Le don émane du Japon. Il a été réceptionné ce jeudi. C'est le fruit d'une coopération dynamique entre les deux pays. Enfin, dernier titre, la sécurisation des épargnes des citoyens est au cœur d'une tournée. Elle a démarré par Porto Novo. On fait dans ce 13h le point de cette séance de sensibilisation avec les élus locaux. Bienvenue dans ce JT. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui 2 novembre 2019 la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. À cette occasion, le ministre de la Communication a adressé un message aux hommes des médias. Alain Orola précise cependant que le Bénin ne constitue pas un risque pour les journalistes. On écoute le ministre de la Communication. Le monde entier, à l'initiative de l'UNESCO, commémore la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes en mémoire de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, 2 journalistes de RFI tués à Kidal, au Mali, en 2013. Je saisis cette occasion pour saluer et féliciter une nouvelle fois tous les professionnels des médias de notre pays pour le professionnalisme et le courage dont ils font preuve au quotidien dans l'exercice de leur métier. Je voudrais aussi savoir gré à ceux qui facilitent aux journalistes, chasseurs d'images, preneurs de sons et tous les autres acteurs de l'information l'accès aux sources d'information. La conjugaison des efforts des uns et des autres a permis d'éviter à notre pays d'être étiqueté comme un pays où les journalistes ne sont pas en sécurité et où les crimes commis ne sont pas élucidés et punis, car, comme l'a indiqué la directrice générale de l'UNESCO, les crimes restés impunis constituent un encouragement pour plus de crimes et un danger pour la sécurité des journalistes. Selon l'Observatoire UNESCO des journalistes assassinés, 80 cas d'assassinat de journalistes ont été recensés dans le monde en 2017. Ce nombre effarant a été confirmé dans le rapport 2018 de la directrice générale de l'UNESCO, intitulé « Réprimer le crime » et qui porte sur la sécurité des journalistes et le danger de l'impunité. 6 cas ont été constatés dans toute l'Afrique sur cette période. Fort heureusement, le Bénin ne fait pas partie des pays indexés. Cela veut dire que notre pays ne constitue pas un pays à risque pour les journalistes et je voudrais inviter les uns et les autres à ne ménager aucun effort afin que ces situations regrettables ne surviennent jamais au Bénin, pays de paix et de libre expression. À cet effet, le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, poursuivra ses efforts pour préserver et renforcer ces acquis essentiels à la construction démocratique en cours chez nous depuis plus d'un quart de siècle. En tout état de cause, la veille citoyenne du réseau des ONG spécialistes des droits de l'homme est appréciée, autant que celle des syndicats et des médias eux-mêmes. Tout ceci grâce à l'arsenal juridique et juridictionnel mis en place pour empêcher ou réprimer, le cas échéant, ces crimes. Notre pays peut donc être fier de s'être donné les moyens de lutte contre toute violation des droits de l'homme, mais, tout comme la démocratie, la promotion des droits de l'homme est une quête permanente. Aussi, voudrais-je inviter les professionnels des médias à persévérer dans la voie du professionnalisme et de la responsabilité et les autres acteurs à toujours œuvrer pour la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. À cet effet, je voudrais demander aux journalistes d'avoir, dans l'exercice de leur métier, de saines relations avec les potentielles sources d'intimidation, de pression et de risques en s'appuyant sur les textes qui régissent leur métier. Il s'agit notamment de la loi organique relative à la HAC,
du Code de l'information et de la communication en République du Bénin, du Code numérique et du Code de déontologie de la presse béninoise. Ces documents indiquent la conduite attendue des journalistes, les faits et les comportements à éviter. Les autres acteurs sont également appelés à faire reculer l'impunité au Bénin. Je m'en voudrais à ce sujet de ne pas saluer le travail remarquable qu'accomplissent au quotidien nos éminents juristes et nos services de police pour élucider les différents crimes commis contre les citoyens en général. Je saisis enfin cette occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes pour exhorter tous les Béninois à continuer d'œuvrer pour le renforcement de notre démocratie et de l'état de droit, qui constitue un rempart solide contre toute dérive criminelle et contre toute impunité. Vive les médias béninois, vive la démocratie et l'état de droit, vive le Bénin, je vous remercie. Vous venez de suivre le message du ministre de la Communication, Arlin Orunla, qui sonne la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes au Bénin. L'actualité, l'autre actualité, j'allais dire, de ce 13h, c'est la constitutionnalisation de la Cour des comptes qui est désormais chose faite avec la révision de la loi fondamentale. Martin Assogba, acteur de la société civile, approuve cette innovation et y voit un facteur qui vient renforcer la lutte contre la corruption. Le président de l'ONG Alcres salue aussi le maintien du verrou des mandats présidentiels. Il est ici au micro de l'ENAIC à Gbazarou. Je suis très heureux, je peux vous le dire, parce que ça fait des lustres que nous sommes en train de nous battre pour que la Cour des comptes devienne une réalité. Mais elle ne sera réalité que si on faisait une opération chirurgicale à notre Constitution. Toute chose qui est faite aujourd'hui, et je suis très très heureux parce que ma lutte aux côtés de mes pairs des autres ONG, ma lutte a fini par payer. Nous allons faire le plaidoyer, nous allons faire le lobby afin que le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif, puisse se préparer à l'effectivité de l'existence, de la mise en place effective de notre Cour des comptes. Et ce qui va changer, c'est ce qui a changé lorsqu'on a extrait la session administrative de la Chambre des comptes pour en faire une Cour constitutionnelle. Vous voyez qu'aujourd'hui, tout citoyen peut se recourir à la Cour constitutionnelle lorsqu'il sent ses droits brisés, lorsqu'il sent ses droits abusés. De la même manière, vous verrez que nous serons beaucoup plus nombreux à faire la veille sur nos patrimoines nationaux à travers une vigilance accrue par rapport à nos fonds publics. Une cour des comptes plus une criette, je pense que c'est la santé désormais de nos deniers publics et ça fera que le développement irait de mieux en mieux. Il y aura moins d'individus qui désormais vont s'accaparer des fonds publics pour en faire leurs fonds privés parce que les gardiens du temple sont là à tout moment. Voilà, parlons maintenant de cette tournée qui porte sur la sécurisation et l'assainissement de la microfinance. Eh bien, elle a démarré par la ville de Porto Novo. Il s'agit d'une tournée de sensibilisation avec les élus locaux. On fait le point avec Guillaume Avienou et Brice Hongbo. Au lendemain de la nébuleuse ICC Services et consorts qui a vu partie des milliards de francs CFA des épargnants béninois, les autorités avaient décidé de mettre en place en 2011 le comité de stabilité et d'assainissement du secteur de la microfinance. Et après une tournée de 2 mois dans les 12 départements du pays au titre de 2019, le dit comité descend dans les communes pour échanger avec les élus locaux, mais aussi les populations sur la problématique de la sécurisation et de l'assainissement du secteur.
La municipalité de Porto-Novo, la première étape de ce périple, semble avoir été studieuse avec beaucoup de questions, mais aussi des réponses. Les populations voudraient savoir la tontine traditionnelle, est-ce qu'elle est interdite? Nous avons dit que la tontine traditionnelle étant fermée, à savoir entre membres de la famille, entre collègues d'un même secteur, donc là le cercle est fermé, le risque est fermé, donc à ce niveau je pense qu'il n'y a pas de risque énorme à craindre. Par contre, si c'est un individu qui collecte les fonds donc des populations, là il y a un risque. Il y a un risque, donc l'intéressé doit forcément avoir un agrément avant de le faire. Porto-Novo, à l'instar des autres centres urbains du Bénin, compte un nombre important de ces collecteurs de fonds qui n'ont souvent aucun agrément. La présente tournée du comité de stabilité et d'assainissement du secteur de la microfinance s'apparente à une mise en garde contre ceux-ci. Parmi ces communes, il a été identifié la commune de Porto-Novo. L'étape de Porto-Novo, où nous nous situons aujourd'hui, est pour donner un signal fort au niveau de ce secteur. Le ministre des Finances a dit qu'il faut qu'on arrête au niveau de notre pays d'exercer l'activité de microfinance sans agrément. Pour exercer l'activité, il faut requérir une autorisation du ministre de l'économie et des finances. C'est après l'obtention de cette autorisation, de cet agrément, qu'il faut s'installer et opérer au niveau de nos villes et de nos quartiers de ville. Sans l'agrément, ils feront l'objet de poursuites. Le comité de stabilité du secteur de la microfinance a en effet pour, entre autres missions, assurer la veille permanente et l'identification, mais aussi la fermeture des structures de microfinance illégales. Toujours dans ce 13e, sachez que le Japon vient de remplir son engagement d'assistance alimentaire vis-à-vis du Bénin. 4500 tonnes de riz ont été réceptionnées ce jeudi 31 octobre au port autonome de Cotonou. C'est le ministre du Commerce qui a accusé réception des 10 produits vivriers des mains de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin. Le sujet est signé Jérôme Hongba. Ce jeudi, au port autonome de Cotonou, le navire Pavosa Wisdom 6 fait le déchargement de produits vivriers. Il s'agit de 4500 tonnes de riz japonais d'environ 1,5 milliard de francs CFA. Ce don du gouvernement du Japon s'inscrit dans le cadre de l'assistance alimentaire de l'année fiscale 2018 en faveur du Bénin. Ces appuis du Japon témoignent de notre attachement et de notre détermination à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de la population béninoise. Je souhaite que le riz que nous allons vous mettre dans l'instant n'entrave pas la détermination du gouvernement du Bénin dans sa politique de promotion des filières agricoles en général et celle du riz en particulier, car le développement de l'agriculture au Bénin a une potentialité évidente et énorme et je suis convaincu que le pays va arriver à un état d'autosuffisance alimentaire à moyen terme. Le Japon encourage vivement l'augmentation de la production rizicole au Bénin à travers différentes formes de coopération, y compris l'appui aux activités d'Africa Rice pour la recherche de riz Nerica qui s'adapte mieux au climat et au terrain en Afrique de l'Ouest. Cette cargaison d'une valeur de 300 millions de yens japonais, soit 1,533 milliard de francs CFA, est arrivée à Cotonou le lundi 28 octobre 2019. Donc, conformément aux notes échangées entre les gouvernements, le riz doit être cédé aux populations béninoises à un prix concessionnel et les recettes issues de la commercialisation doivent également servir à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre des programmes sociaux. Les modalités de la mise en consommation, à savoir le prix, les quotas par localité, la date de démarrage de la vente, seront communiquées en Conseil des ministres. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, est particulièrement sensible aux besoins des populations en cette période où les pluies ont occasionné des inondations qui ont détruit les productions agricoles. Et on prendra toutes les décisions idoines pour que le riz parvienne à toute la population sinistrée. Je voudrais à travers vous remercier sincèrement le gouvernement et le peuple japonais pour l'accompagnement dont bénéficie de leur part le gouvernement béninois et sa population
dans la lutte pour la sécurité alimentaire. Cette assistance au volet social du programme d'action du gouvernement est le signe probant de la bonne forme des relations entre le Bénin et le Japon. Venons-en maintenant à la rentrée académique 2019-2020. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, lance officiellement ses activités pédagogiques au cours d'une célébration eucharistique. Retour ici sur les temps forts de cette messe d'action de grâce avec Axel Dancy et René Arossi. L'année académique 2019-2020 à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, s'ouvre par une messe d'action de grâce. Ici, à l'église catholique Bon Pasteur de Kadiaou, étudiants, enseignants et membres de l'administration se recueillent et participent à cette célébration eucharistique dite par Monseigneur Aristide Gonzalo. De l'évangile jusqu'à l'homélie du Père célébrant, l'ambiance régnait au rythme de la chorale. L'appel de l'évêque de Porto-Novo aux jeunes s'en suivra. L'inauguration de notre année académique au plan spirituel révèle un signe de la part du Seigneur qui veut faire de nous tous étudiants, enseignants, chercheurs, âmes de bonne volonté, des hommes et des femmes envoyés en mission les uns auprès des autres. La messe dite, les activités pédagogiques reprennent. Les étudiants face au professeur Bertrand Sogossi prennent ainsi leur première leçon de l'année. Elle a trait à l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Est-ce que les instances académiques ils sont dans le sens de bien faire où on veut seulement être chef parce qu'il faut être chef. Et pour toutes ces raisons, pour toutes ces critiques et face aux défis, les défis de former autrement, de renforcer les compétences de nos enfants, de les former pour un marché et de leur donner plus de chances d'insertion amène forcément à orienter la gouvernance. Et cette réorientation touche donc ce qu'on appelle l'assurance qualité. À la cantonade, conférenciers et étudiants se prennent au jeu des questions-réponses pour mieux cerner le concept développé par le professeur Bertrand. Le marché de l'emploi est très compétitif, le marché de l'emploi est très rétréci par rapport au nombre de diplômés qui sortent par an. Et donc il n'y a pas de bague magique, il y a tous ces diplômés, même si on les forme aux meilleures compétences par rapport au nombre d'entreprises existantes, il ne peut pas avoir de débouchés. Le mieux, aujourd'hui, la logique, c'est que l'université attire et forme les jeunes non seulement à l'emploi de quelqu'un d'autre, mais les forme à l'auto-emploi. Les assises de cette rentrée inaugurale se sont achevées sur des mots d'espoir, afin que formation de qualité suivie ne rime plus avec le chômage des jeunes. En 2018 se célébrait à Abomey la première édition du bicentenaire du grand roi Dahomey, Dada Gezo. Étalée sur 4 années à la demande du président Patrice Talon, cette célébration aura lieu en décembre prochain pour la deuxième fois. Le point des préparatifs est fait au micro de James William Baguidi par un des hauts membres du comité d'organisation. Le roi Gezo a accédé au trône en 1818. Arrivé en 2018, il est de notre devoir, les descendants du roi Gezo, de Webadja, d'organiser le bicentenaire de la session au trône de Dahomey. Au départ, on avait pensé faire seulement la fête en 2018. Mais quand on avait rencontré le chef de l'État, il a souhaité qu'on le fasse en plusieurs tranches parce que il dit quand vous appelez le nom Gezo, celui qui est à Parakou doit se trouver un peu dedans. Celui qui est à Natitingu, qui est à Ketu, doit se retrouver un peu dans ce que Gezo a fait. Donc on ne peut pas le faire en une fois, en 15 jours et puis laisser. Et en 2019, c'est la seconde édition qui va démarrer le début du mois de décembre. Vous savez qu'à l'avènement du roi Gezo, la première force sur laquelle il s'est appuyé, c'était les Amazones. Donc on ne peut pas
faire quelque chose au roi Guézo, au nom du roi Guézo, sans penser à ces braves dames. J'invite tout le monde à participer à cette grande fête. Je demande aussi l'union. L'union fait la force, comme a dit le roi Guézo. Quand nous prenons le symbole du roi Guézo, qui est le plus connu de par nos frontières, c'est la jarre trouée. Donc il faut que chaque Béninois, chaque descendant d'Abomey bouche le trou les trous de la jarre pour qu'elle puisse contenir de l'eau. Et puis vous le savez, hier, le Bénin a célébré la fête de la Toussaint. Eh bien, est-ce une spécificité catholique, un hommage aux saints ou plutôt une commémoration des défunts? Autant d'interrogations que suscite la célébration de cette fête dans l'imaginaire populaire. Mais qu'en est-il réellement? Nicanor Kouavi a mené sa petite enquête. Une chapelle dédicacée à tous les saints à la basilique Saint-Pierre de Rome. Un acte datant du 8e siècle sous le pape Grégoire III qui a traversé les âges jusqu'au 21e siècle où la fête de la Toussaint a gardé son sens premier. La fête de tous les saints nous permet de célébrer d'abord la sainteté de Dieu. C'est Dieu qui est saint, c'est Dieu seul qui est saint. Et alors dans son amour, dans sa sollicitude pour les hommes, pour ses créatures, il les fait participer à sa sainteté. Donc il donne à l'homme de devenir saint comme lui-même il est saint. C'est une proposition de la part du Seigneur lui-même pour permettre à nous chrétiens de pouvoir vivre notre quotidien les yeux fixés sur lui. Parce que les saints en réalité ne sont que le reflet de la gloire de Dieu. La communauté des saints, connus et inconnus en fait, du 31 octobre à l'heure des vêpres à la fin du 1er novembre. Une fête qui fait interroger sur les canons de la béatitude, qui a prétention à la sainteté, finalement. Ceux-là qui, pendant leur vie sur terre, ont donné un témoignage de vie en marchant dans l'exemple que le Christ nous a laissé, en marchant dans la voie de l'Évangile. Et donc, leur vie chrétienne a été quand même un témoignage qu'ils ont donné. Spécificité catholique, la fête de tous les saints est contestée même au cœur de la chrétienté. Et si elle n'est pas a priori d'essence biblique, ni même issue de la liturgie de Jérusalem, elle trouve du sens aux yeux de ceux qui la célèbrent. Heureux pour les pauvres de cœur, heureux ceux qui les cœurs purs, hein, ils verront Dieu. Heureux, ce sont les béatitudes qui sont dans la Bible. Et dans l'Ancien Testament, quand vous voulez, la loi mosaïque, soyez saints parce que moi je suis saint. Et le Christ va reprendre encore ces mêmes paroles. Soyez miséricordieux parce que le Père Céleste est miséricordieux. Donc il y a toujours cet appel du Seigneur dès les premiers instants de la Bible, l'appel que nous puissions devenir des enfants de Dieu, que nous puissions devenir saints comme le Père Céleste est saint. La fête de tous les saints, la sainteté de Dieu, Dieu est célébré déjà même dans le livre d'Isaïe comme le saint, 3 fois saint. Vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, une foule innombrable que l'on ne peut compter. Et l'Église, dès ses premiers jours, a toujours célébré dans la mémoire de ces saints. Fête de la béatitude, encore faut-il encore la distinguer d'une autre fête à laquelle elle est liée dans l'imaginaire populaire. Il ne faudrait pas confondre la fête de tous les saints, la fête de la Toussaint, le 1er novembre, et la commémoration des défunts, qui est célébrée justement le 2 novembre. Il y a toujours cette tendance à confondre les deux fêtes. Aujourd'hui, qui est la fête de tous les saints, comme je disais tout à l'heure, nous souvenons justement de cet appel fort que le Seigneur nous a lancé pour devenir vraiment les enfants de Dieu, pour combiner à ceux-là qui nous ont donné un exemple de vie chrétienne, qui est de lumière pour nous. Et demain, lors de la commémoration des défunts, de tous ceux-là qui nous ont précédés, qui jouissent dans la béatitude ou qui sont au purgatoire, nous prions pour eux. Appel à la sainteté, la Toussaint semble rappeler les chrétiens à s'inspirer de la vie des bienheureux béatifiés,
légion dans l'Église catholique romaine. Qu'on ne vive pas pour vivre, mais qu'on vive pour un objectif. Et Faustine est un exemple typique d'une personne qui a fait une expérience particulière. Une expérience des gens, de ceux qui font courir encore aujourd'hui tant de chrétiens, mais cette fois-ci de façon sérieuse. Une expérience qui a révélé la vraie nature de Dieu sans s'éloigner des évangiles et sans inventer d'autres chemins. Toussaint ou la sainteté à portée de vie, est-on tenté de conclure à l'aune de ces explications? Chrétien ou pas, la vie n'est-elle pas une quête accomplie en poursuivant un objectif? Et quitte à vivre, païen, athée ou croyant de confessions diverses, autant mourir dans la béatitude des saints dont la vie belle a inspiré la Toussaint. Voilà, le sujet sur la Toussaint est signé Nicanor Kovi. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous retrouve demain, toujours pour le 13h.